et à tous, nous sommes en direct pour ce deuxième chat de l'année donc à l'ADF. Ce soir, nous allons parler des récessions parodontales, comment intervenir. Il est évident que l'étude du traitement des récessions parodontales à l'aide d'un lambeau déplacé corollairement est déjà très ancienne, puisque la première intervention a eu lieu en 1926 avec Nordin. Depuis la microchirurgie, les techniques, on a obtenu des résultats évidemment esthétiques bien meilleurs. On l'a surtout eu moins douloureux par rapport aux patients, hein, parce qu'on se rappelle tous des lambeaux que l'on apprenait, enfin pour les plus anciens comme moi, et on en reparlera tout à l'heure. Donc les suites opératoires sont bien meilleures. Mais je crois que ces techniques que tu vas nous décrire, Stéphane, sont très très importantes. Et je voudrais te remercier d'être là. Bon, tu es chirurgien dentiste, ancien interne des hôpitaux, ancien assistant hospitalo-U en parodontologie, diplôme de l'université en chirurgie et prothèse implantaire, et tu exerces donc en privé, donc exercice limité à la paro et à l'implantologie. Donc je crois qu'on a un vrai spécialiste. Le tout est de savoir si toutes les techniques que tu as décrites dans ta conférence, et tu nous diras comment, elles sont abordables et surtout certaines sont-elles extraposables plus facilement que d'autres par rapport à l'omnipratique toujours, hein, parce que la paro est de plus en plus enseignée et je crois qu'au niveau du cabinet, les cas sont multiples avec la population vieillissante. Tous les cabinets dentaires seront dans un avenir proche obligatoirement portés sur, s'ils ne délèguent pas, pour approfondir leurs connaissances et leur formation continue qui va aller dans ce sens. Merci, donc je te donne la parole sans tarder avant d'attaquer la première question. Merci à l'ADF de m'avoir invité ce soir parmi vous. Je suis très honoré et probablement qu'en ce jour du 14 février, c'était pour me témoigner toute l'affection que vous aviez pour moi. Et je remercie. Bien que tu ne t'appelles pas Valentin. Bien que je ne m'appelle pas Valentin, et je remercie tous les gens qui seront avec nous ce soir et l'ADF évidemment. C'est la parodontologie. Je suis né dans la parodontologie puisque mon père était maître enseignant à l'université et c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. Ça va d'ailleurs bien longtemps en arrière, hein, aux années 75, 76, 77, puisque ton père a été un de mes enseignants. Ouais, et j'ai même été à des cours de paro après ma sortie de la fac. C'est sûr. Et moi, dans mon cursus, il me paraissait essentiel de peaufiner mes connaissances à Lyon grâce à l'internat. Et pendant 2 ans, 3 ans, je n'ai fait que ça. Et ce qui me permet aujourd'hui de me faire plaisir avec toutes ces techniques de chirurgie associées à l'implantologie. Parce qu'on parle de mucogingivale, mais on applique aussi sur les dents. Hein, on travaille sur les dents, là, ce soir, on va en parler sur les dents. Mais on applique toutes ces techniques aussi autour des implants. Et c'est une grande aide pour nous de pratiquer ces techniques de chirurgie. Alors, récession parodontale, tous les omnipraticiens constatent tous les jours dans les cabinets. Il y a une première question, je pense, qui est bien posée et importante. Le titre de la conférence est récession parodontale. Oui. Comment intervenir? Ça, c'est le titre. Mais merci de nous préciser aussi quand intervenir et en fonction de quels critères. Parce que les récessions, on en voit une multitude. Alors si chaque fois on fait une intervention comme tu la préconises, je ne sais pas, ça fait... Oui, ça fait beaucoup. C'est vrai que c'est une excellente question. Et en 2017, on nous avait demandé de répondre à cette question, comment intervenir. Mais au préalable, avant de savoir comment on intervient, il faut savoir quand est-ce qu'on intervient. Et dans la consultation, il y a différents types de patients. Il y a des patients qui me sont adressés par des confrères et là qui viennent pour une intervention. C'est-à-dire que le confrère leur a expliqué ce que c'était la récession, ils ont compris ce que c'était et là on me demande simplement d'intervenir, donc la discussion est plus facile. Et puis après il y a des découvertes fortuites dans vos patients qui viennent pour autre chose et puis vous leur parlez de récession. Et bien souvent... En omnipratique, le praticien, il envoie une multitude. Quand est-ce qu'il décide ou de déléguer ou de faire lui-même s'il en est capable? C'est ça. Alors ça, c'est une autre question. Mais déjà, pour répondre quand, j'ai toujours la même réponse. Je commence toujours la consultation par la même réponse. À partir du moment où des récessions sont décelées, il n'y a aucune obligation de recourir à une récession. Et on peut vivre toute une vie avec une récession. Et ça, il y a à condition
à condition qu'il y ait déjà un bon contrôle de plaque. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où, au niveau d'une récession, il n'y a pas de contrôle de plaque, eh bien, la récession peut accentuer. Et globalement, je leur dis, voilà, il y a une indication d'intervenir. En gros, c'est quand est-ce qu'il faut intervenir, quand est-ce qu'il y a indication d'intervenir. Eh bien, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est une raison esthétique. C'est-à-dire que s'il y a pour vous, monsieur, madame, une considération esthétique et une gêne esthétique avec cette récession, eh bien, on va vous proposer une intervention et on va vous proposer de traiter la récession. Après, deuxième indication, ça va être les sensibilités dentaires. On a des patients qui nous consultent pour des sensibilités dentaires et qui disent bien souvent, j'ai une carie, cher docteur, est-ce que vous pouvez regarder? Et on dit non, ce n'est pas une carie, vous avez une récession. Donc là, s'il y a une sensibilité qui est gênante pour le patient et qui ne passe pas avec les pâtes fluorées qu'on a de dentifrice, eh bien là, il y a une indication d'intervenir. On va intervenir pour traiter la récession. Ensuite, il y a les érosions qui arrivent parce qu'on a suite à l'apparition de la récession, avec des patients qui ont des brossages énergiques, eh bien on va user les racines pour protéger ces racines-là. Exactement. Et qui, avec le temps, entraîne de la sensibilité supplémentaire. Et donc, la sensibilité fait le yo-yo parce qu'ils frottent, ils usent, il y a une sensibilité. Le fluor est appliqué par la pâte dentifrice, donc ils ont moins mal, et comme ça, ils ont mal, ils ont pas mal. Donc là, dès qu'il y a une érosion qui devient importante, eh bien, il y a indication d'intervenir. Après, il y a l'évolution. Si le patient voit qu'avec le temps, les semaines, les mois, les années, eh bien, la situation évolue, on va lui dire il faut intervenir. Et puis, il y a le contrôle de plaque. Ils vivent avec ça, et puis après, un beau jour... Et puis un beau jour, voilà. Et puis un beau jour, c'est la cata. Bon, si nous, on voit que... Et c'est pour ça qu'il faut... Moi, je recommande aux plus jeunes, notamment, de prendre des photos des récessions pour voir l'évolution, parce que en fonction de tous ces paramètres, et en fonction de le dernier paramètre, c'est le contrôle de plaque. C'est-à-dire qu'un patient qui a un contrôle de plaque faible, eh bien, on va avoir une gingivite qui va s'installer, qui peut évoluer en parodontite, et là, il y a une indication pour préserver le parodonte et pour faciliter le contrôle de plaque. Pour faciliter le contrôle de plaque. Parce que là, s'il est mal éduqué, qu'il a un contrôle de plaque mauvais, s'il y a une intervention... Alors, après, on va essayer d'éduquer avant l'intervention. On n'intervient pas si, bien sûr, le contrôle de plaque n'est pas géré avant, mais pour des contrôles de plaque difficiles, c'est sûr qu'on va essayer de reconstruire pour faciliter le contrôle de plaque. Donc voilà 5 éléments qui nous permettent de poser une indication. Mais je leur dis, mon message est clair, je leur dis toujours, il n'y a aucune urgence, hein, c'est pas urgent de faire ça demain, mais si vous rentrez dans une de ces cases-là, que ça vous gêne esthétiquement, que c'est sensible, qu'il y a une évolution négative, et que moi je vois que, eh bien, à cause de ça, vous n'arrivez pas à bien brosser, eh bien, je vous conseille d'intervenir. Mais encore une fois, on peut vivre toute une vie avec une récession à partir du moment où il y a un contrôle de plaque qui est en place et avec 1 millimètre de joint muqueuse kératinisée. Et on voit des patients très âgés qui ont des récessions depuis des années, qui vivent très bien avec leur récession et ça ne pose aucun problème. Donc, sur quels critères? Eh bien, ça va être un critère esthétique, sensitif et d'évolution. D'accord, c'est très clair. Mais c'est très clair. Moi, tu as dit, on parlait de quand? Je vais revenir à la question dont on a parlé tous les deux avant. Donc, j'ai aucun. Moi, mon problème, je suis mal placé ici pour parler de beaucoup de choses. Je ne soigne que des enfants. Par contre, il y a des choses qu'on voit avec les enfants. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Aller consulter, c'est les parents qui vont me dire ça. C'est que tu as des récessions souvent au niveau des incisives inférieures ou au niveau des latérales supérieures. C'est les deux classiques. Et ça arrive entre 8 ans, 12 ans. Et après, là-dessus se greffe un autre problème. Moi, pédodontiste, l'autre problème, c'est qu'il va y avoir peut-être des traitements d'orthodontie. Après, est-ce qu'il faut voir avant, voir après ou voir pendant? C'est une excellente question. Alors, il y a déjà, pour répondre à la première partie de la question, chez les enfants, de temps en temps, on nous adresse des enfants très jeunes, 7 ans, 8 ans, en nous disant... Toujours pareil, c'est l'incisif du bas ou l'eau. Bon, en nous disant pas de gencive kératinisée, indication d'une greffe épithélo-conjonctive. On en reparlera après d'ailleurs de l'indication de la greffe épithélo-conjonctive, si ça intéresse certains. Bon, alors là, moi j'ai toujours la même réaction d'attendre. Et je réponds tout le temps parce qu'il faut voir ce que c'est quand même que
un prélèvement épithélio-conjonctif au palais, ça saigne. Un enfant qui a 7-8 ans, qui est déjà terrorisé par tout ce qui se passe autour, les lampes, le bruit, l'anesthésie, il me paraît inconcevable d'aller faire de la chirurgie mucogingivale chez des petits-enfants. Et d'autant plus qu'on est en pleine croissance et que les parodontes évoluent avec le temps. Et il nous est arrivé d'être consultés, de recommander d'attendre, hein, et on revoit les enfants à l'adolescence et les parodontes, il y a une croissance et tout est rentré dans l'ordre sans rien faire. Alors que si on s'était précipité, c'est pas parce qu'on a un millimètre de muqueuse kératinisée à 6 ans qu'à 15 ans, il y aura un millimètre de muqueuse kératinisée. Donc là, il ne faut pas se presser, à mon avis, c'est bien trop tôt. C'est bien trop tôt. Après, on arrive à la deuxième étape, qui est l'étape de l'orthodontie. Et là, on a souvent des indications posées par les orthodontistes qui nous adressent soit avant le traitement, soit pendant le traitement, parce que par le déplacement des dents, il se passe des choses. Et là, donc, on a deux attitudes. Soit on intervient avant l'orthodontie, ou pendant si ça ne va pas, soit deuxième attitude, c'est de dire on intervient après. Globalement, la réponse, elle est claire. Là encore, pas de précipitation, parce qu'on a le temps de réparer les choses, mais si, avant ou pendant, on voit qu'on sent que le déplacement de la dent va aggraver la situation. Alors là, on peut peut-être poser l'indication d'intervenir avant l'orthodontie pour protéger le parodonte et éviter que la récession ne s'aggrave. Si par contre, pendant le traitement, il y a une récession, ou même avant, il y a une récession, et que le mouvement orthodontique, on considère que le mouvement orthodontique ne va pas aggraver la récession, moi, ce que je préfère, c'est intervenir après. Pourquoi? Parce que les mouvements orthodontiques vont affiner les tables osseuses, et c'est souvent une grande cause de récession, l'orthodontie. On a beaucoup de récessions post-ODF, parce que les ODF, pour des raisons esthétiques, alignent les dents, pour des raisons fonctionnelles esthétiques, alignent les dents. Et derrière, les tables osseuses sont affinées, donc quelques années après, 3, 4 ans, 5 ans, on voit apparaître des récessions. Donc c'est pour ça que c'est bien de terminer l'ODF, de stabiliser la situation et d'intervenir après pour réparer. Donc en fait, le raisonnement, il est là. Si j'estime que l'orthodontie va aggraver, j'interviens avant ou pendant. Mais si j'estime que ça ne va pas aggraver plus que ça, je préfère attendre et travailler une fois débagué, parce que pour nous, c'est parfois plus simple aussi de travailler quand il n'y a pas les bagues, surtout qu'aujourd'hui, il y a parfois des bagues en lingual, il y a des bagues, des systèmes d'orthodontie très sophistiqués qui sont complexes pour nous, parce que ça nous amène à déposer des fils, tout ça, les arcs, enfin. Donc, pour ma part, je préfère intervenir après, une fois que le parodonte s'est stabilisé, et réparer si j'estime que l'orthodontie ne va pas aggraver la situation. Mais 6, 7 ans, 8 ans, voilà. Bon, on va passer à une autre question, parce qu'il est très bavard, Stéphane, et que... je vois le nombre de questions qu'ont posées les internautes, il faut arriver au bout. Allez, on va y arriver. Parce que ça va créer des frustrations. Hein. Donc, justement, tu avais évoqué la greffe épithélio-conjonctive. Une question, est-elle toujours d'actualité? Ouais. Tu parlais de techniques toujours fiables. Le problème esthétique majeur est-il le seul critère qui conduise à son abandon? Alors, là, si on peut reprendre une diapositive que j'avais montrée, c'est évident que là, on a une greffe épithélio-conjonctive sur cette canine. C'est une patiente que j'ai reçue, qui venait pour autre chose d'ailleurs, et j'ai découvert ça. Et je lui ai dit, mais on vous a fait ça quand? Elle m'a dit, en 2014. Bon, c'est évident qu'on ne fait plus ce genre de technique de chirurgie épithélio-conjonctive quand il y a une considération esthétique. C'est complètement aberrant. Et je pense que le confrère qui a fait ça s'est formé là-dessus, mais n'est pas passé à la deuxième étape qui est le conjonctif. Par contre, sur cette illustration, vous voyez, on est dans un cas où il n'y a pas du tout un cas avec antécédent de parodontite. Sur la diapo précédente, c'est une intervention mal conduite ou alors c'est une intervention technique non, ou alors c'est dépassé? C'est un défaut d'indication parce que là, la technique, elle a été bien conduite parce que le confrère a un succès, la greffe a pris, donc il sait faire. Par contre, il ne fallait pas faire ça sur cette dent-là parce que s'il y a une ligne du sourire un peu haute, eh bien, on va voir ce greffon nacré qui est totalement inesthétique. Précision, bien sûr. Par contre, là, ici, vous avez des antécédents de parodontite, et on pourra en reparler.
on est certain qu'on ne pourra pas recouvrir les récessions là parce qu'on a ces fameux trous noirs. Donc là, vous voyez, il n'y a pas du tout de vestibule et donc une difficulté d'accès au brossage. Donc dans cette indication-là, à mon avis, la greffe épithéliaux-conjonctive est encore indiquée parce que les objectifs sont différents. On n'a aucun objectif de recouvrir les récessions, bien que, vous voyez, on a un tout petit peu recouvert, mais là, ce qu'on veut, c'est simplement du renfort. Donc la greffe épithéliaux-conjonctive n'est pas une greffe à abandonner. En même temps, il y a l'approfondissement du vestibule. Mais c'est ça, on a approfondi le vestibule, on a facilité l'accès à l'hygiène, et donc dans cette indication bien précise, la greffe épithéliaux-conjonctive est encore indiquée. Là où elle est encore indiquée, c'est en préimplantaire aussi, parfois, parce que lorsqu'on a des zones ou en périimplantaire pour rattraper un environnement, là, la greffe épithéliaux-conjonctive peut être aussi indiquée là. Mais globalement, aujourd'hui, dans mon activité, la greffe épithéliaux-conjonctive, c'est 5% de mon activité, au profit d'autres techniques dont on parlera plus tard, même dans la zone inférieure, et je vous montrerai tout à l'heure une illustration si vous le souhaitez. Autre question, classification des Schiller. Dans les cas de classe 3 et 4, vous indiquez que la perte osseuse est inéluctable. Oui. S'il n'y a pas d'hypersensibilité, doit-on toujours intervenir? On retombe dans le cas... on retombe sur la première question, c'est-à-dire que la classe 3, la classe 3, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est un parodonte, il y a un antécédent de parodonte. Et souvent, on nous dit, merci de réaliser une greffe pour recouvrir la récession. Et nous, on répond, on ne peut pas recouvrir la récession, parce qu'à partir du moment où il y a des antécédents de parodontite, on a perdu de l'os interproximal, et nous, on ne sait pas faire remonter la papille. Et sachant que nous, notre lambeau, que l'on va tracter coronairement, il faut l'accrocher sur cette papille ici. Donc si on n'a pas la papille, on ne peut pas recouvrir. Et pour cela, j'avais montré, j'ai une illustration. Donc on peut, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran ici, on a ici une classe 3, avec une récession, et même si on recouvre au maximum la récession, voilà la cicatrisation, vous voyez, on n'a pas un recouvrement total, parce qu'au milieu, on a des trous noirs. Donc, pour revenir à la question qui a été posée, c'est évident qu'on retombe un peu sur la première question, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne pourra pas recouvrir l'intégralité, on va améliorer le pourcentage de recouvrement, on va recouvrir en ayant un pourcentage qui ne sera pas complet, mais quand même assez conséquent. Alors après, s'il n'y a pas d'hypersensibilité, on revient dans la première question qu'on a posée, il n'y a pas forcément d'indication de traiter. Voilà. Après, tu as abordé dans cette question qui a été posée une autre technique, le lambeau positionné latéralement. Oui. Donc la question, c'est dans le lambeau positionné latéralement, ne déplace-t-on pas le problème sur la zone où le périoste est resté à nu? C'est un risque. Et, parce que là, on arrive à solutionner à l'avant. Oui, exactement. Et c'est une... Alors, pour être honnête, dans mon activité, je ne pratique pas le lambeau déplacé latéralement. Et les plus anciens qui ont pratiqué la mucogingivale ont beaucoup utilisé ce lambeau parce que c'était une époque où on cherchait la meilleure solution. Et moi, ce qui m'a toujours dérangé avec cette technique, c'est que justement, on mettait à nu un site pour recouvrir un autre site. Alors, attention, le site qu'on met à nu, c'est quand même un site qui au départ est sain. On va chercher du tissu là où il y en a, et donc on peut imaginer qu'il va y avoir quand même une guérison. Bon. Mais sincèrement, aujourd'hui, et ça on pourra parler un petit peu de pourcentage de recouvrement par la suite, mais aujourd'hui, quand on regarde les résultats scientifiques sur les pourcentages de recouvrement, les meilleurs pourcentages de recouvrement, on se rend compte que c'est avec le lambeau déplacé coronairement associé à la greffe de conjonctive qu'on a les meilleurs résultats. Et donc, cette technique est peut-être intéressante pour certains cas. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser. Peut-être que pour une ou deux situations, de temps en temps, où il y a un environnement muqueux très important, kératinisé important, on peut éventuellement déplacer. Ça peut être un outil dans notre arsenal thérapeutique. Les interventions de l'époque, ça, on faisait des hémipapilles. Mais bien sûr, des hémipapilles, des hémi... Bon, moi, je suis peut-être d'une génération où je suis rentré tout de suite dans les techniques de tunnel, de Zucchelli et toutes les techniques qu'on utilise aujourd'hui, au détriment de ces techniques-là. Mais quelqu'un qui fait la parole omnipratique, qui a appris ces techniques et qui continue à
aller Moi, à bon escient, si vous voulez, c'est dépassé, quoi. Il faut plus. Ouais, mais moi je trouve que c'est dépassé. Non, parce que mis entre les mains de praticiens qui savent faire, ça peut fonctionner. Dites à notre ami Alain Borghetti que ça ne fonctionne pas, il va hurler, parce qu'il a fait ça toute sa carrière, et peut-être aujourd'hui, aujourd'hui il est à la retraite, mais peut-être que dans ses dernières années d'exercice, il a fait ça, mais entre ses mains ça marchait parce qu'il en avait l'expérience. Aujourd'hui, je pense que dans le choix, puisque si on parle 5 minutes du choix de la technique, je pense qu'il faut raisonner en fonction de ce qui est scientifiquement prouvé également. Et aujourd'hui, on sait que les meilleurs résultats que l'on a sont décrits avec les techniques de lambeaux positionnés coronairement associés avec une greffe conjonctive. Voilà. Donc, partant de ce constat scientifique, eh bien, je pense qu'il faut se former pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et ça passe par ces techniques-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire de lambeaux positionnés, mais c'est vrai que laisser à nu quelque chose, moi, intellectuellement, ça ne me plaît pas bien. Ça ne me plaît pas bien. Donc, pour ma part, je ne fais pas. Après, pour l'omnipraticien aussi, c'est peut-être dangereux, parce que si on ne fait pas correctement, on peut peut-être aggraver une situation. Donc, pour un omnipraticien qui souhaiterait commencer la chirurgie mucogingivale et le traitement des récessions, je pense qu'il faut commencer par des choses simples, validées scientifiquement, et par une récession unitaire avec un simple lambeau tracté coronairement avec éventuellement 2 incisions de décharge, ce qu'on avait montré dans la conférence, pour essayer de prendre le moins de risques possible. Et puis, pourquoi pas commencer par une greffe épithélio-conjonctive pour apprendre à manipuler les tissus. Nous, dans ma formation à l'internat, c'est ce que, quand je suis arrivé à Lyon, dans le département de Pierre-Marie Durand, et avec Pierre Ivanakovic et Philippe Rodier, qui étaient enseignants également, eh bien, moi, j'ai commencé par ça, et ça m'a permis d'apprendre à manipuler les tissus. Alors, après, c'est évident qu'avant la mucogingivale, je pense que faire un lambeau d'assainissement aussi, ça aide à travailler les tissus. Parce que il y a une courbe d'apprentissage dans tout ce qu'on fait. Et peut-être que pour ceux qui sont plus inquiets, eh bien, on peut commencer par un simple lambeau d'assainissement pour commencer à apprendre à inciser, à décoller, avec des charges, sans décharge en fonction des besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la microchirurgie, on fait pratiquement plus de décharge, et on décolle à minima. On a des outils pour ça, et on est beaucoup moins invasif, mais commencer par un simple lambeau, commencer par une greffe épithélio-conjonctive pour avoir un premier accès au palais, et puis après évoluer. Mais ce que je disais, je crois que c'était dans la conclusion, c'est qu'il faut prendre le temps. On n'a pas les mêmes résultats qu'Alain Borghetti en 2 chirurgies. Il faut prendre le temps d'apprendre. Et puis, au fil du temps, moi, j'ai constaté que notre geste s'affine aussi. Et j'avais montré ma première greffe dans la conférence à l'internat, justement, en 1999. Aujourd'hui encore, ma pratique évolue dans l'instrumentation, dans la façon de suturer. Je ne suture pas aujourd'hui comme je suturais il y a encore 2 ans ou il y a 5 ans. Mais tu parce que des échecs ou de l'évolution. Parce que des échecs, et puis des conférences, des congrès, des cours où je vais assister avec la société paro-lyonnaise. On fait un voyage par an, et vous voyez, en septembre, on était chez Zucchelli, justement. Et à force de voir les confrères travailler, opérer, venir à l'ADF chaque année, eh bien, on apprend toujours des petites astuces, des petites choses. Et puis, notre geste on a parlé beaucoup du passé, presque, je dois dire. De ce parlons du présent. C'est la technique de Zucchelli, puisque c'est la question suivante. On rentre dans le vif du sujet, là. Exactement. Donc, vous dites une question technique de Zucchelli. Vous dites dans votre conférence qu'il faut être patient, tu viens de le dire. Combien de temps faut-il pour posséder cette technique qui, même si elle est fiable, ne paraît pas à la portée de tous? C'est ce qu'on vient de dire, quoi. Moi, je vais rajouter quelque chose sur Jo. C'est où l'apprendre, parce que la technique de Zucchelli, elle n'a pas été, il y a 10 ans, elle n'a pas été enseignée, non, elle n'était pas enseignée. Où l'apprendre, comment l'apprendre. Exactement. Alors, c'est la base même de la formation continue, ce qui nous réunit aujourd'hui. Exactement. Moi, j'ai évolué, en fait, ma pratique, ma technique chirurgicale pour le recouvrement des récessions a évolué en fonction des publications. Et moi, il y a eu tout ce qu'on fait à l'université, où là, on a des enseignants de qualité.
qui déjà commence à évoquer déjà tout ça. Mais après, c'est vrai qu'on a besoin, pour passer au stade supérieur, d'un petit peu plus. Et moi, la première fois que j'ai vu Zucchelli, parce que c'est la technique de Zucchelli, il n'y a pas que lui, parce qu'il y a Zucchelli 206 souvent on parle que de Zucchelli, mais dans la publication originale, ils sont deux. Et c'était au congrès de la CFPIO à Marrakech, qui avait été organisé en 2002 à Marrakech, et il vient nous présenter cette technique-là. Et moi, j'avais dit, par rapport au lambeau triangulaire ou trapézoïdal qu'on avait montré dans la conférence, j'avais mis une diapositive dans la conférence, j'avais dit, mais c'est toujours bizarre, si on fait un lambeau trapézoïdal, comment on va, alors que nous on a une papille qui est pointue, ce lambeau trapézoïdal, il ne va pas s'adapter. Je trouvais ça très bizarre comme, pour tracter le... Et Zucchelli nous dit, ben, on va faire des rotations. Alors moi, ça m'avait frappé, et tout de suite j'ai mis en application, et j'ai dit, ce gars, il a tout compris, avec du conjonctif. Et puis après, il y a Anton Skoulean, et donc ça on pourra en reparler après, qui nous a montré autre chose pour le traitement des incisives inférieures, associé à de lampes de gaine. Et là aussi, et c'est grâce à l'ADF que j'ai découvert ça, parce qu'il montrait sa publication, c'était en 2000, je crois 15 ou 16, et j'étais invité à l'ADF, on a fait une conférence ensemble. Je parlais des allogreffes et lui de chirurgie mucogingivale. Et j'ai vu ça, il montrait sa publication là, qui venait de sortir, et j'ai dit, mais pour le traitement des incisives inférieures, et je vous montrerai, si vous voulez, 2-3 illustrations que je vous ai préparées, qui n'étaient pas dans la conférence. Et ces deux praticiens, ces deux publications m'ont fait évoluer personnellement. Alors, certains pensent que c'est complexe le Zucchelli. Bon. Peut-être que c'est complexe pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la chirurgie gingivale, mucogingivale ou autre. Mais pour ceux qui ont déjà une petite expérience de chirurgie, c'est pas si complexe que ça. Ce qu'il faut, c'est acquérir une certaine manipulation, acquérir une certaine dextérité intellectuelle pour savoir où mettre les incisions. Et donc, là, on en revient à la formation. Où est-ce qu'il faut se former pour ça? Première, la facilité pour se former, ça, c'est l'ADF. L'ADF, pourquoi? Parce que chaque année, vous avez des conférences de mucogingivale avec des intervenants de qualité. Le seul problème, c'est que dans une conférence de 40 minutes, on ne peut pas traiter de façon détaillée une technique chirurgicale parce qu'on a un sujet, il faut en 30-40 minutes balayer 20 ans de pratique, c'est pas possible. Après, il y a des séances de travaux pratiques, donc là, je ne sais pas, chaque année, peut-être pas, ils ne sont pas prévus chaque année, donc là, il faut voir si il y a des séances de TP, là, on travaille. Et puis après, je vais faire un peu de publicité pour ma paroisse, qui est la SFPIO, hein, et donc moi je travaille beaucoup avec la société française, et dans le cadre avec la SFPIO, nous avons un cycle de formation continue de parodontologie, et là où on commence à parler de façon assez détaillée de ces techniques de chirurgie. Et pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, nous avons monté depuis 2 ans un cycle un master de formation avancée, où là, nous avons 3 jours de formation court TP, et nous avons une chirurgie en direct, que nous avons fait d'ailleurs en janvier, au cabinet du docteur David Nizan. Et donc, Jacques Mallet a fait une greffe de tunnel, et moi derrière, j'ai fait un Zucchelli. Donc, nous intervenons en direct, et les confrères sont dans la salle d'attente, et là, donc, ils voient en application ce qu'on a vu pendant 2 jours. Donc, des sociétés pour se former, il en existe. À vous de vous renseigner, mais à mon avis, la société la plus qualifiée, si vous voulez aller plus loin, c'est la société française, qui répondra à toutes ces questions. Alors après, bon, c'est difficile de répondre à ça. Est-ce que c'est à la portée de tous une technique de Zucchelli? Bien, on a tous, dans notre profession, une affinité pour une discipline ou pas. Et c'est évident que moi, vous me demandez de travailler, de faire de la pédodontie, j'en suis totalement incapable. Donc après, je pense que il faut connaître ses limites. Il faut, je pense, si l'omnipraticien a envie d'aller plus loin... Il y a un goût, et puis après, il y a une appétence. S'il y a un goût, je pense qu'il faut qu'il aille se former. T'acquiert des compétences. Je pense qu'il faut qu'il discute pour essayer de trouver la meilleure, avec des confrères qui ont déjà vécu des formations ou autres, trouver la meilleure formation pour se former. Et après, chaque individu, chaque praticien va trouver sa limite. Et puis, il y a des gens qui vont s'arrêter très vite. Ils vont dire, bon, au final, j'ai essayé, mais ce n'est pas pour moi. Et puis d'autres qui ont une affinité pour la chirurgie et qui, au fil des formations suivies et puis de leur expérience, vont affiner le geste. Et je pense que ces techniques-là, pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience de chirurgie, sont tout à fait applicables au plus grand nombre. Une autre question.
Que prescrivez-vous lors de la greffe conjonctive, antalgique, antibiotique, quelle posologie, quelle molécule? Parce qu'on a bien dit à l'introduction que c'était beaucoup plus esthétique et moins douloureux, mais c'est quand même douloureux. Donc un prélèvement, moi, je ne pense pas que ça fasse du bien dans le palais. Ou... D'ailleurs, tu as situé un petit peu les prélèvements, tu reculais, j'ai vu dans la conférence au niveau de la tubérosité, parce que là, c'est plus facile, c'est plus épais, on désépaissit après. Hein, j'ai vu ton geste là et tout, donc c'est peut-être aussi pour respecter ce critère douloureux aussi que tu... C'est vrai, c'est à prendre en charge. Alors, il y a plusieurs questions là, qui ont été posées. On va répondre déjà sur les prescriptions et après sur la douleur au palais. La chirurgie mucogingivale, ce n'est pas une chirurgie où on part d'un site infecté, c'est une chirurgie propre. Donc, théoriquement, nous n'aurions pas besoin de prescrire d'antibiotiques pour ce type de chirurgie. Néanmoins, personnellement, je reconnais, je suis un vilain garçon, il y a une prescription systématique d'antibiotiques. On commence la veille au soir et on prolonge sur une semaine. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu, alors après c'est subjectif, mais je me suis aperçu que les suites post-opératoires des sites étaient quand même bien meilleures quand il y avait une couverture antibiotique. Donc ça, le patient qui vient se plaindre 2-3 jours après, tu marques les antibiotiques a posteriori. Quoi. Mais théoriquement, c'est une chirurgie propre, donc théoriquement, nous n'aurions pas besoin. Deuxièmement, alors après chacun fait ce qu'il veut, mais en discutant avec mes confrères avec qui on a l'habitude de travailler à la société, Caroline Fouque, Alain, Virginie Monet-Corti, et tous les autres, c'est évident, on se rend compte qu'on fait tous à peu près la même chose et en général, il y a une prescription antibiotique. Deuxièmement, les anti-inflammatoires, très important. Pour ma part, je prescris de la cortisone. Donc, ils commencent la cortisone 1 heure avant l'intervention et je leur demande de prolonger pendant 4 jours. Et en leur disant bien que le geste opératoire peut peut-être amener de l'inflammation, peut-être, mais si le lendemain il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas besoin de prendre. Hein, on ne prend pas s'il n'y a pas besoin. Globalement, ce qui se passe, lorsque le geste est fin, lorsqu'on se rend compte malgré tout qu'il n'y a quand même pas énormément d'œdème après ce type d'intervention, ce qu'il faut au moment de la libération du lambeau, il faut vraiment rester en superficie, et ça c'est quelque chose sur lequel on insiste à la société française. Trop souvent, les praticiens qui débutent, dans l'incision, pour libérer le lambeau, l'incision périostée, vont avec la lame racler l'os. Du coup, il y a une désinsertion musculaire qui amène de l'inflammation, beaucoup d'inflammation derrière. Et nous, ce qu'on préconise, ce qu'on recommande, c'est quand on libère le lambeau, on reste en superficie et on voit limite la lame par transparence. Donc il n'y a pas de désinsertion musculaire. Et du coup, on se rend compte que derrière, il y a très peu de suite post-opératoire. Sur la douleur, dans la prescription, je n'ai que du paracétamol. Et le retour que l'on a, mais toujours pareil, pour avoir ce retour-là, il faut une maîtrise de l'intervention. Et le retour, les gens nous disent, alors ce que je leur dis, vous êtes sous anesthésie encore pendant 1 heure à la fin de la chirurgie, prenez 1 gramme de paracétamol, vous renouvelez la prise toutes les 6 heures, en fonction de la douleur. Et globalement, ce qu'ils nous disent, j'ai pris là, en sortie, 1 le soir, et le lendemain, il n'y avait plus rien. Mais en première intention, uniquement du paracétamol, et je leur dis, si il y a que ça ne va pas, vous me rappelez, on pourra vous donner autre chose, mais en général, il n'y a rien de plus. Et puis, un antiseptique, un antiseptique, évidemment, un bain de bouche. Donc, en général, je leur dis de commencer le lendemain de l'intervention, pas le jour même, sur 7 jours. Donc, 1,5 g d'amoxicilline, classique, sauf en cas d'allergie, de la prénisolone, Medrol ou Soluprède, voilà, 1 gramme de paracétamol et puis un antiseptique, voilà. Mais globalement, sur la greffe conjonctif enfoui, là où on va faire un prélèvement à l'intérieur du palais, il n'y a quasiment 0 suite post-opératoire à partir du moment où on maîtrise la technique. Et c'est vrai que là, je pense que la douleur est fonction aussi de l'expérience. C'est-à-dire que, parce qu'avec l'expérience, on va mettre moins de temps, la chirurgie va durer moins longtemps. Avec l'expérience, le geste est moins agressif et plus fin. Il est évident qu'une intervention qui va durer 2h30, il y aura plus de suites, plus de complications, il y aura plus. Donc, c'est évident qu'avec l'expérience, on se rend compte qu'il y a moins de douleur post-opératoire. Après, concernant le prélèvement épithélio-conjonctif, là, il y a de la douleur. On le sait, on prévient les patients parce qu'on laisse le palais à nu quand même.
Et c'est évident que, eh bien, on va le protéger avec un pansement de collagène suturé au palais ou une plaque. Le mieux, c'est quand même la plaque, mais la plaque, on se rend compte que quand on les fait, ils ne les portent pas forcément parce que ça gêne pour parler. Surtout, les gens continuent de travailler après les interventions, donc bon, ça les gêne beaucoup. Alors, c'est vrai que si on a le choix, et là je reviens à la deuxième question qui a été posée, on peut essayer de modifier le site, on peut travailler sur au niveau du site là où on prélève, et notamment quand on prélève épithélo-conjonctif. Alors, lorsque j'ai une récession unitaire, un petit site, un petit volume à prélever, j'ai une préférence pour les prélèvements tubérositaires, à condition qu'il y ait une tubérosité, évidemment. Parce que là, bon, et pour savoir si la tubérosité est exploitable, eh bien, parfois on ne sait pas, vous pouvez simplement anesthésier la tubérosité. Et à l'anesthésie de la tubérosité, vous rentrez l'aiguille dans la tubérosité et vous voyez s'il y a du volume. Si vous voyez qu'il n'y a pas de volume, vous revenez vers le palais. Mais alors le site tubérositaire est très intéressant parce qu'on va faire comme en paro ce qu'on faisait un distal wedge, sauf qu'au lieu de faire une incision triangulaire comme ça, on va faire 2 incisions parallèles, et ça j'avais montré une vidéo dans la conférence. Et ce site est intéressant parce qu'après on referme les 2 berges, il y a 0 suite post-opératoire au palais, premièrement. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Donc, et deuxièmement, c'est très intéressant ce site parce qu'on a un tissu à ce niveau-là qui est très fibreux, qui est très épais. Donc nous, notre objectif du recouvrement de la récession, c'est d'épaissir les tissus et d'avoir un tissu stable sur le long terme, parce que ce n'est pas tout d'avoir un résultat à 3 mois, mais ce qu'il faut, c'est montrer les résultats à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Et à partir du moment où c'est épais, on peut imaginer qu'on aura une bonne stabilité sur le long terme du résultat. Et donc, ce prélèvement tubérositaire est très intéressant. Alors après, eh bien, on peut partir de la tubérosité, revenir phase distale. Alors, c'est évident que dans les livres, il est indiqué qu'on ne va pas plus loin que la 6. Parce qu'il y a l'artère. Mais vous avez remarqué, peut-être sur les prélèvements que je vous ai présentés, qu'on n'a pas besoin d'un prélèvement très haut, d'1 centimètre. On a besoin juste d'une bande de 5 mm. Et donc, par rapport, quand on connaît l'anatomie et qu'on sait que l'artère, elle est quand même basse, donc, sous le collet, là, il m'arrive régulièrement, je l'avais montré à la conférence, que je peux prendre ma bande de 5 mm, en fait, jusqu'au fond. Et du coup, alors ça, c'est intéressant parce que avec un prélèvement qui est très important, eh bien, on peut traiter plusieurs sites. Et ça, on peut traiter 4, 5 dents. Et ça évite de multiplier le nombre d'interventions pour le patient, donc les souffrances, de diminuer les souffrances, et puis surtout de réduire les coûts, parce que vaut mieux une intervention un petit peu plus coûteuse que 2, vous voyez ce que je veux dire aussi. Donc bon, c'est pour ça que l'idée, c'est d'éviter le prélèvement épithélio-conjonctif quand on peut faire un conjonctif, parce que là, ça fait partie aussi dans les indications. Et c'est pour ça on y reviendra à la fin, ça, un petit peu sur les dernières questions qui ont été posées. Vous verrez que parfois on y revient aujourd'hui peut-être à ce prélèvement pour certaines indications. Mais voilà, on sait que ça amène des douleurs. Et on voit bien la différence entre le patient qui a reçu une greffe épithélio-conjonctive et qui a un souvenir horrible de cette greffe parce que le palais était affreusement douloureux, et puis ceux qui ont eu un conjonctif, oui, ça ne marche jamais. En général, il faut bien faire la première fois parce que la deuxième, elle est compliquée. Et puis le conjonctif, où globalement, il ne se passe pas grand-chose derrière. Alors, on revient sur le fil de suture, polypropylène non résorbable. Tu préconises ce fil pour toutes les chirurgies. Vraiment, tu as insisté lourdement dans la conférence et tu es revenu plusieurs fois là-dessus. Explique-nous les raisons, quoi. Alors, je vais vous expliquer les raisons. Ce fil-là, non résorbable pour une salut. C'est ça. Alors, ce fil-là, c'est le monofilament. C'est le fil qu'on appelle le monofilament. Et c'est un fil qui est devenu très à la mode. Ça fait des belles photos. Il est bleu. C'est du fil de pêche, exactement. Alors, l'intérêt de ce fil, je vous le présente. Donc, je peux vous le présenter là sur la diapositive. Je ne sais pas si elle est à l'écran. Il est évident. Là, vous avez ici un résultat avant-après. Et le résultat que je vous montre là, fil en place, c'est le jour de la dépose des fils. Et je dépose des fils en général à 10 jours minimum, entre 10 et 15 jours. Et ce que l'on observe là, c'est que ce fil est formidable parce qu'il ne retient pas la plaque dentaire. Et toutes les suites post-opératoires ressemblent à ça. Et à partir du moment où ce fil ne retient pas la plaque, contrairement à un fil Vicryl, par exemple, qui lui va faire un gros paquet de nœuds déjà si vous l'utilisez avec un peu épais, 5-0, 4-0. Là, c'est du 6-0. Mais le fait que ce fil ne retienne pas la plaque, eh bien, on peut espérer une meilleure cicatrisation du site. Et donc, un résultat meilleur et un pourcentage de recouvrement meilleur. Et dans les recommandations, on n'en a pas parlé, mais là, vous avez une image présentée, sachant que d'un patient,
d'un patient qui revient pour la retrait des fils à 10 jours, sachant qu'on lui a donné la consigne de ne pas brosser le site. C'est-à-dire qu'en plus, en fin d'intervention, des recommandations par rapport à la prescription, on dit aux patients, on demande aux patients de ne pas brosser la gencive pendant un certain moment. Alors ils nous disent, bon, combien de temps? Alors, je dis déjà, jusqu'au retrait des fils, on ne touche pas à la gencive. Et on peut brosser la dent, je leur dis, vous pouvez brosser la dent, mais vous ne brossez pas la gencive. Donc là, vous avez un résultat présenté d'un patient qui n'a pas brossé la gencive. Et vous voyez qu'il n'y a pas de plaque dentaire. Et il a quand même mangé pendant 10 jours, ce monsieur ou cette dame. Donc c'est l'intérêt majeur. C'est l'intérêt majeur de ce fil, c'est qu'il ne retient pas la plaque. Et après, au retrait des fils, eh bien, on leur prescrit une brosse à dents post-opératoire 6 centièmes ou 6,5 et on leur dit de doucement reprendre le brossage pour après, pendant un petit mois, d'utiliser ce type d'outil. Et puis après, on peut reprendre un brossage. Mais l'intérêt majeur, il est là, c'est que, on a du fil qui devient extrêmement fin parce qu'il est proposé en 6,0 voire 7,0 pour certains qui veulent travailler avec du 7, mais le 6, ça suffit très bien à mon avis. Et surtout, il ne retient pas la plaque. Donc on a des cicatrisations qu'on n'a jamais vues avant avec le Vicryl. Voilà. Une question là aussi, pourquoi n'utilisez-vous pas de substitut donnant-il les mêmes résultats que les prélèvements? Alors ça, c'est une question majeure. C'est une question majeure. Parce que il nous reste... abandonné à la conférence, tu l'as abordé, mais Exactement. tu l'as fui un petit peu. Oui, alors... il n'y a pas eu de... C'est pas, bon, de alors, réponse. durant la conférence, on n'avait pas le temps de tout aborder de façon très, très précise. Bon. Et là, il nous reste 19 minutes, on pourrait en parler pendant 1 heure. Alors on va essayer de faire court et synthétique. Bon. Premièrement, parce que je m'attendais à cette question, donc j'ai un peu travaillé le sujet aussi. Premièrement, quand on regarde, il faut, pour répondre à cette question, regarder les résultats publiés. Voilà, c'est dans la littérature qu'on a la réponse. Aujourd'hui, que nous dit le 10e workshop européen de parodontologie? En fait, qui s'est consacré uniquement au traitement des récessions. Donc, il nous dit que pour traiter, c'est le groupe 6 qui a travaillé, c'est Graziali, en 2014. C'était en 2014. Il nous dit que le meilleur résultat en termes de pourcentage de recouvrement, c'est le lambeau tracté coronairement, donc la technique de LPC, lambeau positionné coronairement modifié, c'est-à-dire Zucchelli ou tunnel, associé à une greffe conjonctive. Voilà. Ça, c'est le meilleur pourcentage de recouvrement. Et quand on regarde les résultats avec les substituts, les résultats publiés avec les substituts, eh bien on se rend compte que les résultats diffèrent. Les substituts, on parle de quoi? Il faut savoir de quoi on parle. Premièrement, on peut parler d'Amdogain. Et on a dit, on a de l'Amdogain, on va tracter, faire un lambeau tracté, et on va mettre l'Amdogain pour remplacer le conjonctif. Avec l'Amdogain, on a un pourcentage de recouvrement complet de la récession d'environ 70%. 70%. Non mais c'est excellent. C'est excellent déjà, de recouvrement complet. Alors qu'avec le lambeau tracté coronairement, le LPC plus conjonctif, on est à 86%. Bon, à peu près, en moyenne, 86% de recouvrement des récessions. La technique est plus facile. Voilà. Alors, la technique est plus facile parce qu'on n'a plus le conjonctif, voilà. Mais alors, vis-à-vis de l'Amdogain, premièrement, pourcentage de recouvrement moins bon qu'avec du conjonctif. Deuxièmement, vous perdez le bénéfice du conjonctif qui épaissit les tissus. Avec l'Amdogain, vous n'avez pas l'apport tissulaire, donc vous avez une formation de néocément, et on va utiliser l'Amdogain pour toutes ses propriétés. En fait. Mais c'est ça, parce que l'objectif, avec le conjonctif, on va certes recouvrir, mais on s'est rendu compte que les résultats étaient meilleurs quand on associe le conjonctif au LPC seul, lambeau positionné coronairement seul. Donc le lambeau positionné coronairement seul, on a à peu près 75% de recouvrement de la récession à long terme, alors qu'on perd 10% sans conjonctif. Donc on retrouve en fait avec l'Amdogain les mêmes résultats qu'avec le lambeau positionné coronairement seul. On a des belles cicatrisations parce qu'il y a quand même des facteurs de croissance dans l'Amdogain, donc ça booste la cicatrisation. On va peut-être, d'un point de vue histologique, reformer un néocément, reformer des fibres ligamentaires, donc c'est des propriétés, on l'utilise pour ça, mais on ne va pas améliorer le pourcentage de recouvrement avec l'Amdogain. Il faut que ce soit clair, et ça, voilà, l'application d'Amdogain n'améliore pas de façon significative les résultats cliniques. Deuxième substitut, dont on parle beaucoup aussi, c'est le mucographe, l'éponge de collagène, qui est commercialisé par certains laboratoires en Suisse.
Bon, là aussi, les résultats, et puis il y en a un troisième qu'on pourra aborder si on a 5 minutes, mais le mucograft. Pareil, si on regarde les résultats des recouvrements de mucographe, on a les mêmes résultats qu'avec le lambeau positionné coronairement seul. Et là, alors, les études varient un peu. Maguire 2006, vous voyez, arrive à des résultats de 88% avec le mucographe. Donc, il y a quand même des résultats très intéressants. Ce qu'il faut retenir, en fait, au-dessus de 80%, c'est ça. quand même heureux, Ce qu'il faut retenir, en fait, sur le mucographe, c'est que, et c'est la conclusion, c'est que les résultats cliniques sont meilleurs quand on utilise mucographe et lambeau positionné coronairement que le lambeau positionné coronairement seul. Ça, c'est clair. On a un meilleur résultat. On a en gros 10% de recouvrement de plus. Deuxièmement, le mucographe pourrait représenter une alternative au conjonctif. Pourrait représenter, parce qu'entre de bonnes mains, bien utilisées, on peut imaginer avoir pratiquement les mêmes pourcentages de recouvrement de la récession par rapport à un conjonctif. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'alternative, en fait, mais on perd le bénéfice de l'épaississement, parce qu'avec mucographe qui va se résorber, on a quand même, au final, on épaissit un petit peu moins qu'avec un conjonctif. Donc, l'alternative qui est le mucographe peut être intéressante, par exemple, si vous avez de multiples récessions à recouvrir, parce que le prélèvement au palais est restreint par la taille du palais. Vous avez prélevé une fois à droite, une fois à gauche, mais s'il y a 4 sites à faire, ça peut être intéressant comme alternative. Mais à partir du moment. Pour 4 sites, oui, certains, mais c'est rare. Mais bon, oui, après 2. Mais c'est-à-dire qu'au début, ils reviennent la première, la deuxième, ils enchaînent après 3 mois, puis après, on les revoit une an plus tard, une à 2 ans plus tard. Je sais pas. Mais voilà, lorsqu'on a déjà prélevé un palais, c'est vrai que là, ça peut être intéressant. Mais après, si on a un palais qui est sain, qui n'a jamais été prélevé, je ne vois aucun intérêt à aller dépenser de l'argent pour utiliser ce substitut qui coûte, parce qu'il y a le coût d'intervention plus le substitut, il ne faut pas l'oublier. Donc, si le palais est en état d'être prélevé, rester sur du greffe conjonctif. Si, pour X raisons, il n'y a pas de possibilité de prélever au palais, parce qu'on a déjà prélevé ou une raison quelconque, ça peut être une intervention. C'est le côté facilité. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est les résultats scientifiques. On n'a pas mieux, c'est pas mieux. Donc, si c'est pas mieux, pourquoi ne pas rester sur le conjonctif? Et on en reste là. Je reviens avec mon idée de formation. Les résultats que tu donnes, c'est plus ou moins 8 ou 10% maxi, etc. Où on en est là au niveau du praticien dépendant? Parce que ça s'apprend. Ce sont des techniques qui s'apprennent, qui s'acquièrent. Quelqu'un qui possède bien une technique d'introduire de nouveaux les substituts dedans. Non, moi je pense que pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la technique, commencer à utiliser des substituts, c'est peut-être plus complexe que de faire à la limite un lambeau positionné coronairement seul. Oui, voilà. Puisque si on regarde les chiffres, on va perdre 10%, mais bon, déjà si on arrive à 70%, non mais un patient à qui on va recouvrir 80% de la récession, pour lui c'est gagné, il ne veut même pas qu'il reste 10%, parce que ça se gère même pas en dixième de millimètre. Enfin, je veux dire, donc, je pense, parce que le substitut, on va l'utiliser souvent en tunnel. Bon, il faut déjà savoir faire un tunnel. Donc pour moi, ce sont des techniques. Je pense qu'il faut déjà savoir faire un lambeau positionné seul, à la limite, et puis prendre du temps pour. Mais c'est une très bonne. Substitut, c'est pas magique. Non, mais non, ça ne change rien. C'est pas parce que si vous mettez de l'homme de gain en disant bon, allez, je mets l'homme de gain et puis ça va m'améliorer le résultat. Non, si vous n'avez pas correctement déplacé le lambeau coronairement et fait bien l'incision, bien la suture, mais c'est pas parce qu'il y a le substitut que ça va marcher. Non, c'est pas un produit magique, non. Une autre question. La ligne mucogingivale est déterminée génétiquement. Oui. Cela veut-il dire que l'on est alors dans les cas de récidive majeure? Alors, si cette question, je l'ai compris sans la comprendre, en fait. Oui, oui, parce que, bon, l'idée de la ligne de jonction déterminée génétiquement, si on peut montrer l'illustration, là, vous avez un cas qui illustre très bien. On a la 34 ici, par exemple, qui présente pratiquement plus de muqueuse kératinisée. On n'a même pas 1 millimètre. Et là, c'est vrai que certains pourraient dire, bon, il n'y a pas de muqueuse kératinisée, le seul moyen d'augmenter cette quantité de muqueuse kératinisée, c'est de faire une greffe épithélio-conjonctive.
Bon, on s'est aperçu, et ça a été décrit déjà dans les années 2002, ça a été décrit même avant, c'était même en 76 ou Caring même 75. On a montré qu'en fait, quand on déplace cette ligne, eh bien, vous voyez, là, on a un résultat à 1 an. On a fait que simplement une greffe conjonctive enfouie, on a déplacé, et bien on se rend compte qu'on a gagné de la hauteur. Et donc, partant de ce principe-là, et ça a été montré par Enamo déjà en 76 et qu'il a republié en 92. Donc, c'est pas Zucchelli qui l'a dit, parce que certains pensent, le premier qui l'a vraiment dit oralement, c'était Zucchelli qui a dit, mais de toute façon, on déplace et c'est déterminé. Mais c'est pas lui qui l'avait dit le premier, c'est Enamo déjà, 76 et 92, il l'a redit. Et donc, bon, on pourrait dire, pour revenir à la question qui a été posée, ben c'est une récidive, en fait c'est terminal, etc. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut se dire, bon, il n'y a pas grand-chose, certes. Soit je veux de la hauteur de gencive kératinée de façon importante. Et là, je mets un steak épithélo-conjonctif. Mais bon, c'est pas joli, les douleurs au palais, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est épaissir les tissus, recouvrir. Bon, là, on prend un conjonctif. Et on se rend compte que oui, en effet, eh bien, cette ligne serait déterminée puisque sans rien faire, on se rend compte qu'on a gagné de la hauteur. On ne va pas gagner énormément, on va gagner les moyennes publiées, c'est 2 mm, voilà, on ne gagne pas énorme. Mais nous, ce qu'on veut, c'est épaissir, stabiliser. Donc, on a gagné avec ça. Et puis après, il y a Caring qui, déjà en 75, avait dit aussi, pour expliquer le fait que cette ligne se déplace, il avait dit peut-être que, alors soit Enamo disait que c'était parler de la génétique, mais Caring disait que le fait de mettre un conjonctif, en fait, eh bien, peut-être qu'il y a une induction cellulaire à partir du greffon qui est dessous, qui dit, moi j'ai été prélevé sur un site kératinisé, donc tu me reproduis de la kératine par-dessus. Ça, c'est Caring qui déjà, en 75, j'avais 1 an en 75, qui déjà disait ça. Donc, aujourd'hui, si vous reprenez la conférence, il y avait plusieurs illustrations qui montraient que même s'il n'y avait pas beaucoup de muqueuse kératinisée initialement, cela n'était pas pour moi une contre-indication à la chirurgie, à la greffe conjonctive, parce que je déplace et je pars du principe que cette ligne va se repositionner. Et je vous montrerai, là, quand on arrivera aux dernières questions, ce qu'on fait aujourd'hui. Et quand il n'y a pas beaucoup de muqueuse kératinisée comme ça, chose que je n'ai pas fait là sur le cas que je vous ai montré là, mais souvent je fais un point périosté en bas qui permet de plaquer la muqueuse pour ne pas qu'il y ait trop de mouvement. Parce que quand il n'y a pas de muqueuse kératinée, le problème c'est qu'on est tout de suite sur la lèvre. Et avec les tractions, on peut se dire, voilà, ça va nous tirer sur les points, on va perdre le résultat. Donc c'est pour ça qu'on fait un point en plus hein, au niveau apical pour bien plaquer les tissus, je vous le montrerai tout à l'heure. Il y a une autre question, la 12 et la 13, ça porte sur les reconstitutions et les composites préalables. Ouais. L'intervention est-elle toujours indiquée? Oui. Et alors après, à un moment donné aussi, il y a une question sur la racine qui est redessinée dans les cas d'érosion. Est-ce qu'on n'accroît pas l'hypersensibilité? Alors le composite, voilà. Ça parce que le composite, après, il n'y a pas d'adhésion dessus. Il n'y a pas d'adhésion dessus, voilà. C'est un vrai problème. Alors ça, ce sont des situations qu'on rencontre fréquemment. C'est-à-dire que parce qu'il y a une récession qui n'a pas été traitée à temps, eh bien, avec le brossage, on a une usure de la racine et c'est une lésion non carieuse, on appelle ça une lésion non carieuse. Et là, que faire? Ou alors, donc, on a déjà des caries qui ont été, ou ces types de lésions non carieuses qui ont été traitées par un composite. Donc on a deux situations en fait, des patients qui arrivent avec déjà des composites en place, et puis des patients qui arrivent où il y a l'usure. Alors, souvent, nous, on hurle quand il y a le composite, parce qu'on se dit, oh là là, le confrère a fait le composite pour traiter bien souvent la sensibilité, parce que les patients nous prennent, ou l'esthétique, mais plus souvent la sensibilité. Et donc, pour que le composite soit en place, eh bien, on prend une fraise boule et on gratte et on augmente encore la cavité. Et nous, après, derrière, on dit, ah, mais là, c'est compliqué pour nous, parce qu'il y a une grosse cavité. Donc, la démarche est toujours la même. Évidemment, éviter de recouvrir la récession par un composite initialement. D'abord, consulter un parodontiste pour voir s'il y a possibilité de recouvrir, pour éviter d'abîmer la lésion. S'il y a un composite en place, la démarche est toujours la suivante, on va le retirer pour évaluer la profondeur. Et là, parfois on a des bonnes surprises, il n'y a pas beaucoup d'érosion, et je vais vous indiquer comment les traiter après, ou d'autres fois, il y a une grosse cavité.
Et là, eh bien, on a cette problématique, que faire? Parce qu'un greffon dans une cavité importante, il va rien se passer. Donc là, en général, on remet un composite là, puis on recouvre, mais il y aura un problème d'attache parce que ça ne va pas s'attacher. Mais lorsqu'il y a des lésions qui sont peu importantes, moyennement importantes, et c'est ce que j'avais indiqué dans la conférence, je prends une fraise flamme ou une fraise poire et je vais casser les arêtes de façon à créer une l'arête, voilà. Donc là, l'idée, c'est de casser cette arête avec une fraise pour retrouver une racine lisse. Alors, je réponds à la question qui a été posée, évidemment qu'on augmente l'hypersensibilité si on fait ça, mais on va recouvrir. Donc, comment on recouvre? Bien, immédiatement après l'intervention, même si le fait d'avoir meulé cette racine, donc exactement, que faire des composites, ou c'est que la tâche ne se reproduira jamais. Donc, l'idée, c'est de recréer une surface lisse en éliminant ces arêtes par un fraisage, qui évidemment crée une sensibilité, mais immédiatement, donc ça je le fais lambeau ouvert, hop, je fraise toutes ces arêtes, et après je tracte, et donc là je retrouve, pour moi ce qui m'intéresse, c'est de greffer sur une surface lisse et propre, parce que le fait de fraiser aussi, c'est on va surfacer, hein, c'est l'équivalent d'un surfaçage. Donc la racine, on n'a plus de toxines sur cette racine, sur le sément, et on va recouvrir la récession, et on va recréer une réattache, hein, c'est pas une nouvelle attache, c'est une réattache sur cette dent, et la sensibilité disparaît. Donc ce n'est pas gênant. La problématique, c'est quand c'est creusé sur... Mais là, on est à la limite parfois de la conservation de la dent, aussi parfois quand il y a trop. Après aujourd'hui, il y a une mode qui enfin, je ne sais pas si on peut parler de mode, mais il y a une tendance. Et certains praticiens, en fait, quand il y a de l'usure améllaire, parce qu'on parle d'usure sémentaire, mais il y a parfois aussi de l'usure améllaire. Donc certains praticiens recommandent de reconstruire au composite avant la chirurgie l'émail, donc de reconstruire cette lésion et de reconstruire jusqu'à l'émail. Et nous, on greffe, donc de réimaginer la ligne de jonction amélo-sémentaire avec un composite, et nous, on greffe après. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est greffer, j'attends que ça cicatrise, et après, je termine avec un petit composite, s'il y a besoin, un petit compo fluide pour terminer. J'aime pas beaucoup greffer sur du composite. Donc je dépose tout, je greffe, et s'il y a besoin d'une petite retouche améllaire, parce qu'il y a une usure améllaire, je termine. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très... Tu combles ce qu'il faut, comme ça. Exactement, et j'anticipe pas. Parce que quand on recouvre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a toujours tendance, notamment avec un Zuccoli, à sur-recouvrir. On va toujours au-delà de là, parce qu'on sait que ça se tasse un peu. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas mettre du composite avant, mais voilà, alors... après, bon, une autre question, on arrive presque au bout, donc j'accélère un peu. Hein. Allez, on accélère. Greffe conjonctive seule ou greffe conjonctive tunnelisée? Parce que voilà, le choix thérapeutique proposé se fait en fonction de quels critères? Exactement. Alors, dans c'est une excellente question, et de terminer là-dessus, c'est parfait. Le 10e workshop de Parot, en 2014, disait que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le LPC, l'embopositionnement associé au conjonctif, est la technique qui donne les meilleurs résultats. Mais il y a le LPC modifié, c'est Zucchelli, et le tunnel. C'est pour nous la technique du déplacement. Aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas d'études randomisées qui comparent les résultats de la greffe conjonctive par lambeau contre le tunnel. On a des études, des résultats sur le tunnel, on a des études, des résultats sur le lambeau tracté coronairement avec conjonctif, mais ce qu'il nous faudrait, nous, c'est un côté LPC conjonctif, un côté tunnel. Ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Ce serait pas même s'il y avait un côté, est-ce que ce serait superposable? Non, pas forcément, parce qu'on n'aurait pas forcément la même taille de récession, on n'aurait pas forcément le même nombre de dents. Bon, l'intérêt, c'est que ça serait le même praticien, c'est déjà beaucoup. Mais bon, ça serait difficile de comparer ça. Ce qu'on observe, c'est qu'avec le tunnel, globalement, on a à peu près les mêmes résultats qu'avec le LPC plus conjonctif. Déjà, ça, c'est un premier point. Après, quand est-ce qu'on fait le Zucchelli, quand est-ce qu'on fait le tunnel? Premièrement, tout va dépendre des habitudes du confrère. Par exemple, je vous ai parlé de ce qu'on fait à Paris chez David Nizan et Jacques Mallet avec la société. Jacques, lui, fait beaucoup de tunnels, c'est sa technique.
Et c'est vrai qu'il y a des confrères qui préfèrent faire que du lambeau déplacé ou d'autres que du tunnel. Il y a déjà un premier critère qui est lié aux praticiens, sachant que les deux techniques nous donnent les mêmes résultats. Après, moi, j'utilise les deux et c'est vrai que j'ai eu des périodes. Pendant 15 ans, j'ai fait que du lambeau déplacé. Là, ces 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de tunnels. Et aujourd'hui, je reviens, aujourd'hui c'est 50-50. Et en gros... C'est une mode, tu veux dire? Non, c'est pas une mode, c'est que il y a des périodes de son exercice où on va plus vers ça. Et moi aujourd'hui, pour vous parler de mon expérience, j'utilise les deux, sachant que scientifiquement j'ai les mêmes résultats. Globalement, lorsque j'ai des petites récessions, j'utilise un tunnel parce que ça ne sert à rien de décoller des choses quand on a un petit millimètre à déplacer. Avec une greffe tunnelisée, on a juste, ça se déplace très facilement. Et globalement, quand j'ai des grandes récessions, je préfère peut-être utiliser un Zucchelli parce que le fait de tracter quand il y a une grande récession, on va avoir un pli dans la papille qui va se faire. Vous avez remarqué, quand on tracte, on a un pli dans la papille qui se fait. Et du coup, je trouve que les résultats, j'ai peut-être plus de mal à recouvrir à 100% quand il y a des grandes récessions là. Donc, globalement, petite récession, j'irai plus facilement vers un tunnel et plus la récession est importante et la situation complexe, j'irai peut-être vers un lambeau. Néanmoins, au fil des rencontres, et je vous ai dit que ma pratique avait évolué avec la littérature, 2002 Zucchelli, et j'ai eu la chance de travailler avec Anton Skoulian qui nous a montré, donc je crois que c'était 2000, je ne sais plus, il faudrait reprendre les historiques de l'ADF, mais c'est la dernière question. Et c'est vrai que là, publication d'Anton m'a fait évoluer ma pratique, et notamment au niveau du traitement des incisives inférieures. Globalement, les incisives inférieures ont toujours été traitées avec des greffes épithélio-conjonctives. En général, aussi bien en ortho, on mettait un bandeau là. Et c'est vrai que quand on revoit les résultats à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, on a ce gros steak. C'est pas gênant, il y a la lèvre dessous. Mais globalement, on ne peut pas forcément recouvrir la récession avec une greffe épithélio-conjonctive, et puis il y a ce désagrément esthétique. Et là, si on passe la diapositive que je vous propose, c'est vrai que là, dans ces situations-là, ma pratique a évolué. Regardez l'image en haut à gauche, on a ici 2 récessions avec pratiquement plus de gencives kératinisées et des récessions de 3 mm. Jusqu'à présent, j'aurais pratiquement toujours fait une greffe épithélio-conjonctive ici en disant je vais recouvrir ce que je vais recouvrir. Et Anton Skoulian nous a montré une technique de tunnel qu'il associe à de lambda gain. Et donc on fait un tunnel classique, vous voyez, c'est l'image qui est à droite, on fait un tunnel. Et là, donc il y a 3 modifications par rapport à un tunnel classique qui me semblent importantes. C'est que déjà, pour faire ça, vous voyez, on est sur des récessions où on est sur un site où il y a peu de muqueuse kératinisée. Donc là, ce qu'on peut recommander, c'est un prélèvement épithélio-conjonctif. Donc ça, c'est l'image que vous voyez là au centre, c'est un prélèvement épithélio-conjonctif et on va juste désépithéliser en surface. L'intérêt de ce prélèvement-là, par rapport à un prélèvement interne avec une trappe, c'est qu'on a en superficie un tissu épais. Alors que quand on va à l'intérieur du palais, parfois il y a de la graisse et on a des greffons qui sont plus ou moins épais, qui vont se résorber plus ou moins en fonction de la quantité de graisse. Donc là, le fait de prendre un prélèvement épithélio-conjonctif qu'on va simplement désépithéliser nous amène un greffon important. Donc ça, c'est important pour cette technique à mon avis. On tunnelise et vous voyez que c'est l'image en bas à gauche. Ce que nous a montré Anton Skoulian dans sa publication, c'est que d'habitude, on tracte coronairement la récession, par un lambeau tracté coronairement. Là, si vous regardez l'image, on n'a pas tracté coronairement. En fait, la récession qui est présente sur la dent 41 a été refermée simplement par la libération du lambeau, et on a refermé avec des points de suture bord à bord pour fermer la récession. Vous voyez sous le collet de la dent, ici il y a 2 petits points de suture et en fait on a pris la récession, donc je ne sais pas si je suis à l'image, mais on peut le regarder. J'ai pris la récession pour refermer la récession. Au lieu de la déplacer coronairement, on va la refermer par la laxité du lambeau comme ça, sur elle-même, avec 2 petits points de suture ici, 1 ou 2 petits points de suture. Donc on n'a pas déplacé coronairement, on a simplement refermé la récession par la laxité de la tunnelisation qu'on s'est donnée. Et donc on voit, donc là on peut reprendre l'image, on reprend sur l'image qui est en bas à gauche, on voit qu'en fin de chirurgie, on a recouvert la récession, les 2 récessions, et on a le résultat là qui est présent à 3 mois. Donc ce résultat-là, eh bien, on n'aurait pas eu avec une greffe épithélio-conjonctive. Et c'est là que dans l'indication de la greffe épithélio-conjonctive, qui était surtout présente pour les incisives inférieures,
Eh bien, aujourd'hui, même dans ces indications-là, je pense que l'apport de ce tunnel avec cette suture de la récession bord à bord, eh bien, nous apporte un plus. Dans cette indication-là, de faire un lambeau tracté coronairement où on a des insertions musculaires qui sont très présentes dans le menton, eh bien, aurait été une technique plus complexe. Et avec le tunnel, dans cette indication-là, je pense que les résultats sont bien meilleurs qu'avec un lambeau positionné coronairement. Ça permanence, au cas Donc, clinique, mais c'est à la exactement ça. localisation. C'est exactement ça. Et puis aux publications. C'est-à-dire qu'on s'adapte par rapport à notre expérience. Mais moi, ça, vous voyez ce que je vous montre là, ce que je vous ai montré là sur ce dernier cas-là, moi, j'ai absolument rien inventé. J'ai eu la chance d'être dans une séance de l'ADF avec Anton qui me montre ça et qui venait présenter sa publication. Et j'ai dit, mais c'est fantastique. Donc du coup, on a mis en application. Donc c'est pour ça que tout au long de ce débat, nous avons parlé d'accès à ces techniques et de précision. Le chat s'adresse à l'omnipraticien. Donc l'omnipraticien, il faut qu'il sache ses limites. Mais il faut connaître ses limites. Mais vous voyez, pour, par exemple, réaliser le dernier cas que nous avons vu, on a ce résultat-là aussi parce qu'avant, il y a 20 ans de pratique. Il y a 20 ans de pratique sur des choses plus ou moins compliquées. Et en partant d'un simple, c'est ce qu'on revenait, c'est la discussion, en partant d'un simple lambeau décollé pour de l'assainissement. Et si aujourd'hui on arrive à avoir ces résultats-là, c'est parce qu'il y a toute cette expérience aussi. Et il est évident que pour retrouver ces résultats publiés-là, il faut quand même un certain degré d'expérience. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit pour l'omnipraticien. Donc on arrive au bout et à résumer, qu'est-ce qu'on peut dire à l'omnipraticien? Quel conseil? Commencer par quoi? Le plus simple? Le plus simple, moi je pense qu'il faut déjà faire un lambeau simple d'assainissement, premièrement, pour apprendre à manipuler les tissus, savoir décoller et savoir inciser, suturer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avant de faire la première intervention, il faut trouver un centre pour se former, une société pour se former. Et l'ADF propose chaque année des formations, la Société française de Paro, la SFPIO aussi. Donc je vous invite à aller sur le site de ces deux sociétés et vous trouverez en ligne toutes les formations disponibles. Et après, première intervention, à mon avis, commencer peut-être par une greffe épithélio-conjonctive, toute simple, pour manipuler les tissus, les prélèvements, parce que s'il n'y a pas de résultat... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'attend pas de résultat esthétique, on attend simplement un renfort. Donc là, le patient ne va pas vous en vouloir s'il n'y a pas de risque esthétique ou d'avoir même moins avant qu'après. Et puis faites une ou deux interventions et puis après passez au conjonctif. Mais à mes yeux, ce qui est le plus utile pour nos confrères, c'est le compagnonnage. Vous avez dans vos villes des praticiens qui ont de l'expérience, allez les voir opérer dans les cabinets. Moi, j'ai appris l'implantologie avec Christian Chavrier, qui était le patron de l'implantologie à Lyon quand je suis arrivé. J'ai passé 3 ans au fauteuil avec l'aspiration. J'ai regardé comment on posait les protocoles, les mises en charge immédiates, les greffes de sinus. Et j'ai énormément appris au fauteuil. Donc, le compagnonnage me semble essentiel si vous avez la trouille d'y aller tout seul un jour. Allez chez les confrères avec qui vous avez l'habitude de correspondre, regardez une chirurgie, 2 chirurgies, éventuellement faites votre première chirurgie avec des confrères qui ont de l'expérience. Ça peut peut-être vous rassurer pour vous aider. On le fait également en implantologie, c'est quelque chose qu'on fait également en implantologie sur le premier implant. Et le jour J, allez-y. Mais il faut se former. Il faut essayer de se faire aider par les confrères qui ont l'habitude. Et puis après, il faut être patient, parce qu'on n'aura pas les résultats tout de suite. Voilà, sur ça, donc, on va arrêter, parce que tu es très bavard, on a débordé. Et vraiment, on te remercie pour la clarté de l'exposé, pour les conseils. Et je crois que c'est toujours agréable d'entendre un langage comme ça, qui permet de donner confiance aux praticiens et de continuer à progresser, parce que la formation continue, c'est tout au long de l'exercice et tout au long de la vie. Merci. Écoutez, Non, moi je te remercie parce que terminer en disant que la formation continue, c'est quand même essentiel, ne serait-ce que pour faire évoluer notre métier et acquérir des connaissances nouvelles qui peuvent apporter des compétences supplémentaires. Je crois que c'est la base de la formation initiale, c'est d'en donner déjà, et de la formation continue, c'est de les entretenir et d'en donner des nouvelles. Donc ça, là, je
trouve qu'on a très bien terminé. Maintenant, on va donner les rendez-vous. Il y en a un qui est le prochain rendez-vous, c'est le 7 mars. Le 7 mars, c'est le début d'un DPC avec un DPC en ligne. Le thème, ça va être réussir la transition numérique. Il n'y a pas de problème, on en parle pour toutes les professions et la nôtre, elle est en plein dedans. Donc c'est un DPC. Je vous rappelle une chose, c'est qu'on est à la fin de notre période triennale et normalement, on devrait tous avoir fait notre formation DPC avant la fin de l'année 2019. Donc celui-là commence, piqûre de rappel, ça commence le 7 mars. Sans ça, si vous ne vous inscrivez pas au DPC, le prochain rendez-vous pour le chat, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, c'est le 18 avril. C'est Grégory Calavalone qui parlera des restaurations directes en composite. On va passer de la paro à la resto. Merci. Merci. Merci Stéphane. Bonne soirée. Merci. Bonne Saint-Valentin.